Moi, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Abdelhafid et la Maison Soufi de nous accueillir. C'est toujours agréable d'être ici. Et surtout pour nous accueillir pour la présentation de notre deuxième livre. Bon, je me présente, je m'appelle Mahdi Mimouni, donc des éditions Le Message. Donc le premier livre a été présenté ici aussi, en première ici, le deuxième ici. Donc voilà. Donc je remercie déjà la Maison Soufi de nous accueillir et puis d'être aussi notre vitrine pour nos livres, voilà, en espérant qu'on apportera aussi quelque chose à cette maison. Donc ce soir, vous avez sans doute vu ces photos de Nordine Chokri qui est là. Je vais parler juste de l'expérience que j'ai eue quand j'ai vu la première fois cette exposition. C'était il y a 2 ans à peu près, je crois. La médiathèque de Chambéry, c'était il y a 2 ans. Donc j'avais vu cette exposition, elle était beaucoup plus importante parce qu'en fait ici on a décidé d'exposer qu'une partie de l'exposition, c'est juste la partie algérienne. Mais cette exposition commence bien sûr à Genève, hein, le lieu de naissance d'Isabelle Eberhardt, pour se terminer en Algérie avec une partie à Marseille. Donc voilà, vu l'espace, on a choisi de présenter uniquement la partie algérienne. Cela dit, donc à la médiathèque de Chambéry, quand j'ai vu cette exposition la première fois, donc j'ai commencé normalement, j'ai vu toute l'exposition, j'ai dû passer peut-être une demi-heure à lire tous les textes, à regarder les photos, peut-être même un peu plus. Je ne connaissais pas vraiment particulièrement Isabelle Eberhardt, j'avais lu deux, trois choses, mais en fait, une fois que j'avais vu toute l'exposition, j'avais l'impression de connaître cette personne, mais d'une façon intime, pas juste... Voilà, pas juste, je ne connaissais pas grand-chose de sa biographie, mais vraiment, les photos de Nordine, accompagnées de ses textes, m'ont fait vraiment voyager, m'ont fait découvrir un personnage, mais avec d'autres sens. Voilà. Donc, c'est une exposition qui m'a vraiment touché. Donc, on en avait parlé déjà il y a 2 ans avec Nordine. On s'est dit qu'il fallait que ça soit... Il fallait en faire un livre. Et voilà, donc on est arrivé à le faire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc il est exposé là-bas. Donc on a regroupé la plupart des photos, et donc ces photos sont accompagnées de textes d'Isabelle Eberhardt. Voilà. Donc vous le verrez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, ce qui est touchant aussi dans cette exposition, c'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que on a un aller-retour entre la fin du 19e siècle et puis des photos du 21e siècle. Donc il y a cet aller-retour intéressant. Et puis il y a aussi ce dialogue entre Nordine et Isabelle Eberhardt. Donc Nordine avec son regard, et Isabelle Eberhardt avec sa personnalité et son texte. Et ça se marie vraiment très très bien. Voilà. Donc ce soir on a fait un vernissage avec une présentation de ce livre, et à chaque fois qu'on fait un vernissage, une présentation de livre, on en profite pour faire soit un petit événement. Donc ce soir c'est une table ronde autour, bien sûr, vous l'avez compris, autour d'Isabelle Eberhardt. C'est un petit peu l'excuse pour parler d'Isabelle Eberhardt. Alors Nordine a été l'excuse pour parler d'Isabelle Eberhardt, mais c'est aussi Isabelle Eberhardt aussi une excuse de parler aussi peut-être un peu de Nordine. On verra. Et, ça dépend de ce qui sortira de sa bouche. On verra bien, parce que Nordine a un très beau, un vrai regard. Mais bon, il faut voir s'il saura nous expliquer tout ça. Alors, donc on vous propose ce soir une table ronde autour d'Isabelle Eberhardt. Donc, dans l'ordre, je vais pas commencer par Madame, mais on va finir par Madame. On laisse le meilleur pour la fin, peut-être. On verra. Donc, c'est dur pour les autres, hein. Mais ils sont courtois. Donc, dans l'ordre, je vais faire parler d'abord Nordine Chokri.
Bien sûr, je vais l'inviter à parler de ce qu'il a amené à faire ce travail, principalement. Et aussi, j'aurais aimé aussi qu'il parle, au-delà de ça, j'aurais aimé aussi qu'il parle peut-être des petites expériences qu'il a eues pendant son travail, donc pendant son voyage. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Et après, je demanderai à Jean-René Huleux de nous parler justement de ce qu'il a vu dans cette exposition, parce qu'il nous a fait l'honneur de faire la préface de ce livre, que j'ai trouvé magnifique, qui m'a vraiment beaucoup touché. Après, s'il a envie de parler aussi d'autres choses sur Isabelle Eberhardt, bien sûr, tu peux le faire avec plaisir. Et on va finir avec Marie-Odile. Je voulais qu'elle nous parle un peu de la dimension féminine, du modèle féminin d'Isabelle Eberhardt. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et je pense qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde. Voilà. Cette dimension de modèle féminin appliqué au XXIe siècle, qu'est-ce que Isabelle Eberhardt peut apporter au... Moi, j'ai été très touché par une des photos, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui est complètement à droite, à Alger. Cette photo que tu as prise en face donc, de la Zawiya de Sidi Abdelrahman, avec ce groupe de jeunes filles, de 5 ou 6 jeunes filles qui se prennent en selfie. Voilà, je trouve vraiment un parallèle avec Isabelle Eberhardt. Voilà, il y a une énergie qui se dégage de cette photo, voilà, comme si elle était transmise directement d'Isabelle Eberhardt, parce qu'Isabelle Eberhardt a passé beaucoup de temps dans cette Zawiya, hein, donc elle y venait souvent. Voilà, donc voilà, peut-être que Marie-Odile, tu pourrais nous parler de ce genre de choses. Hein. Voilà. Je dis un petit peu ce que j'ai ressenti. Voilà, je ne saurais pas en dire plus sur Isabelle Eberhardt. Voilà. Donc Nordine, on commence par toi. Comme ça, après, tu seras débarrassé. Donc voilà, tu nous parles un petit peu de ton projet. Quand est-ce qu'il a commencé? Est-ce que tu as été au bout un petit peu de tes objectifs? Et puis si tu avais quelques anecdotes à nous dire. Voilà. Merci Nordine. Oui, bonsoir. Je remercie à nouveau Isabelle Eberhardt de nous réunir ce soir. Et puis de retrouver Jean-René et Marie-Odile. Je remercie donc la Maison Soufi de nous accueillir ici. Je vais vous raconter comment j'ai amorcé ce travail, dans quelles conditions et quel contexte je l'ai fait. En fait, j'avais entendu vaguement parler d'une jeune femme qui sillonnait le désert, une mystique, et c'est resté dans ma tête. Et en allant visiter une connaissance, en me rendant chez elle, j'ai trouvé un livre dans sa bibliothèque, parce que j'aime regarder ce qu'il y a dans les livres quand je vais chez des personnes. Et là, j'ai trouvé un livre, j'ai ouvert le livre et j'ai vu des images d'Isabelle Eberhardt et quelques textes. Et là, ça a été le déclic. Et je me suis plongé dans la biographie d'Edmond de Charleroi. C'est une grosse biographie qui fait plus de 1000 pages. Je me suis plongé dans cette lecture. J'ai passé du temps tous les soirs. Je me souviens, c'était l'été. Et je trouvais qu'elle avait une vie romanesque, dense, en même temps profonde. Et là, j'ai amorcé le vrai travail. Je me suis dit, je vais m'engager à faire un travail autour d'Isabelle Eberhardt. Et pour ce faire, j'ai beaucoup lu, notamment les œuvres complètes de Jean-René et Marie-Odile Delacour. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis d'autres livres, d'autres essais, et puis bien sûr les écrits d'Isabelle Eberhardt. J'avais besoin de savoir qui elle était, donc essayer de dresser un portrait d'elle, qu'elle puisse m'accompagner durant ce voyage. Et ce qui m'intéressait, c'est de concilier la littérature et la photographie, et qu'il y ait un dialogue intime avec elle. Et donc ça a débuté en 2012, ça s'est terminé en 2017. Et elle était constamment présente durant ce voyage. Je la questionnais, je lui parlais, elle était là. J'ai trouvé des lieux qui sont restés à l'identique. Je pense à elle en me disant qu'elle a été là, dans ces lieux. Et durant ce long périple, parce que ça a pris du temps, parce qu'il fallait que bien sûr que je me documente, ça a pris du temps. En même temps que je trouve les moyens de réaliser ça et de finaliser ça, parce que ça me tenait à cœur de le terminer, de le montrer, ce travail, de le partager. Et entre-temps, j'ai rencontré Jean-René, que je suis content de retrouver, j'insiste vraiment, parce que pour moi, ils sont
les spécialistes d'Isabelle Ebéart, et ils sont incontournables, et je me devais de le rencontrer pour échanger avec lui, qu'il puisse m'aider dans mon cheminement pour aller et faire ce travail, quoi. Et donc on se voyait régulièrement à la mosquée de Paris, puis on échangeait autour d'Isabelle Ebéart. Et puis ça a été une vraie aventure parce qu'il y avait l'Algérie, quoi. Et en même temps, bon, j'ai commencé par le début, c'est-à-dire Genève, là où elle est née, là où elle a grandi, où elle a passé une grande partie de son enfance. Il y a aussi Marseille, là où elle a vécu, qui rappelle un peu l'Afrique par le climat, et l'Algérie, et notamment le désert qui la fascinait, qui l'interpellait. Elle avait toujours ce désir du désert. Elle était tourmentée, donc elle avait besoin de s'apaiser, donc elle avait besoin de ce désert en même temps. Et durant ce voyage, j'ai fait des rencontres, notamment à Genève, parce que dans le quartier des Grottes, là où elle est née, et où elle a grandi, il y a une rue qui porte son nom. Et il y a aussi, j'ai constaté aussi qu'il y avait une crèche qui portait son nom. Et j'ai rencontré les habitants de ce quartier, je les ai interrogés, je leur ai demandé s'ils connaissaient Isabelle Ebéart. Et j'étais très surpris, ils ne connaissaient pas. Je disais, mais il y a une rue qui est un peu plus haut qui porte son nom, mais ils ne connaissaient pas du tout. Donc je me suis dit, c'est là où ça a été aussi un déclic. Je me suis dit, ça serait bien de faire connaître Isabelle Ebéart au plus grand public. C'est un peu ma démarche encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai continué le périple, donc à Genève, ensuite Marseille. Marseille, c'était la lumière qui m'intéressait photographiquement, parce que, comme je disais, ça me rappelle l'Afrique. Et c'est surtout, j'ai traîné beaucoup du côté du port, parce que je voyais les bateaux de l'Algérie se poser. Et ensuite, il y avait cette attraction vers l'Algérie, et là, ça a été une grande, grande aventure. J'insiste là-dessus, parce que l'Algérie, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et je constatais que j'étais souvent le seul à être sur ce terrain-là. Et j'ai surtout utilisé les transports locaux, c'est-à-dire les bus collectifs, les transports de grandes lignes, de nuit comme de jour, avec des longues distances qui me menaient au désert. Et voilà. Et puis là-bas aussi, j'ai rencontré des gens. J'aurais demandé s'ils connaissaient Isabelle Ebéart. Et ils connaissaient notamment. J'ai passé une soirée à échanger avec eux sur elle. C'était à Mostaganem que j'ai rencontré ces personnes-là. Et par contre, j'ai eu une mauvaise expérience. Tu parlais de ce lieu là à Alger. C'est un mausolée qui s'appelle le mausolée Sidi Abdelrahman. C'est le saint patron d'Alger, où Isabelle Ebéart se rendait souvent dans ce lieu. Elle a écrit un beau texte qui s'appelle La Zaouïa. Et moi, je m'y rendais aussi tous les jours. Et je pensais à elle, bien sûr, en me disant qu'elle était passée par là. Et j'ai voulu faire des photos à l'intérieur, et j'ai demandé au gardien des lieux de pouvoir faire des images. Et là, il a eu un moment de recul, et je vais parler d'Isabelle Ebéart, il a eu un moment de recul, et j'ai pas pu faire donc ces photos, mais je suis pas frustré, j'en ai pu faire à l'extérieur, et notamment la photo dont tu parles. Donc voilà comment j'ai un peu vécu ce beau et long voyage, et que j'essaye de vous faire partager. Donc je suis très heureux de pouvoir prendre la parole, même si je suis plus à l'aise derrière mon appareil photo. Et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et puis voilà, pour l'essentiel, si j'ai pu un peu résumer un peu tout ça, quoi, correctement. Merci Nordine. N'hésitez pas à lui poser des questions pour lui faire tirer des... Combien de temps a duré le voyage? À la fin, les questions. On va faire parler tout le monde. Après, il y aura une séance d'échange avec le public. Par contre, ce que j'aimerais bien ce soir, c'est aussi vous lire surtout des textes d'Isabelle Ebéart. Voilà, c'est ça qui m'intéresse surtout. Un petit texte. Ce serait bien un petit texte. Maintenant ? Ça serait bien, oui. Ça nous rentrerait un petit peu dans... Ça la rendrait présente, je dirais. En fait, ce sont des textes que j'ai choisis, qui m'ont accompagné durant ce voyage, qui sont dans ce livre, donc Souffle nomade sur les pas d'Isabelle.
Et donc, j'ai sélectionné, parce qu'elle a écrit des journaliers, ce qu'elle appelait mes journaliers. Elle a écrit des nouvelles et un roman inachevé. Inachevé parce qu'elle est morte trop tôt, quoi. Genève, le 15 juin 1900. Je me sentirai jamais attiré que vers les âmes qui souffrent de cette haute et féconde souffrance qui a le nom, le mécontentement de soi-même. La soif de l'idéal, de cette chose mystique et désirable qui doit embrasser nos âmes, les élever vers les sphères sublimes de l'au-delà. Pour moi, les êtres vraiment supérieurs en ce monde, tel qu'il est de nos jours, sont ceux qui souffrent du mal sublime de l'enfantement perpétuel d'un moi meilleur. Genève, le 11 juillet 1900. Ô inoubliable prestige des crépuscules d'été sur les cités blanches, sur les étendues mortes de l'Afrique. Bientôt, s'il plaît à Allah, je retrouverai tout cela, loin des hommes et de leur bassesse, de leur cruauté et surtout de leur monstrueux égoïsme. À quand la paix de l'âme enfin? Mais je sais où je la trouverai et à quel prix. Marseille, le 3 juin 1901. La vie est non pas seulement une lutte perpétuelle contre les circonstances, mais bien plutôt une lutte incessante contre nous-mêmes. C'est une vérité vieille comme le monde, mais les trois quarts des hommes l'ignorent et n'en tiennent aucun compte. De là les malheureux, les désespérés et les malfaisants. La puissance de l'âme sur elle-même est colossale, surtout chez certains individus, et cette puissance grandit par l'usage. Souvent, cette bienfaisante faculté s'acquiert surtout, comme chez moi, par la souffrance. La souffrance est bonne, car elle ennoblit. Sans doute pour les acheminements inconnus de l'au-delà, car sans l'au-delà, tout est ignoble et bête. Seule la souffrance engendre la splendeur des grands courages et des grands dévouements, comme elle engendre celle des grandes sensations et des vastes idées. Je peux continuer? Jean-René, je te passe le micro. D'accord. Un quart d'heure, 20 minutes, ça te va? D'abord, bonsoir et merci de votre présence et de votre intérêt. Oui, c'est vrai que ça a commencé. Nourdine m'a passé un coup de fil. C'est comme ça qu'on prend rendez-vous d'habitude. Tout de suite, ce qui m'a intéressé, c'était quelqu'un qui partait comme ça sur le sujet, bien en tête, sans particulièrement de moyens, sans prévoir vraiment ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'il en ferait, etc. Et puis j'avais remarqué une chose dans notre premier rendez-vous. C'est vrai qu'on se voyait au café de la mosquée de Paris, donc on était dans l'ambiance. J'avais remarqué une chose, c'est qu'il était très attentif à ce que je lui disais, donc ça a flatté mon ego. Et puis je lui ai conseillé quelques lectures, en particulier le livre de Robert Rondeau, qui est un témoignage de l'époque d'Isabelle Evrard, qui est très intéressant. Et après, il a commencé à me montrer quelques photos. Au début, je ne disais pas, je disais ça y est, il commence à bien. Enfin, je ne voyais pas très bien où il allait dire la première fois. Lui non plus, peut-être d'ailleurs. Et puis, la dernière fois qu'il m'a montré les photos, j'ai dit ça y est, il est dans l'esprit d'Isabelle Evrard. Et je lui avais promis de lui faire un petit texte pour la première exposition qu'il allait faire à Chambéry. Et quand j'ai fait ce texte, j'ai réfléchi à la vision de cette photo et j'ai pensé ce qui était juste, c'était la fluidité du mouvement. Il a capté chez Isabelle cette élégance à se déplacer. Parce que bon, c'est quelqu'un qui était vraiment une errante, dans le plus beau sens du terme, et vraiment une éternelle nomade. Et elle se déplaçait malgré les vicissitudes, les difficultés de son existence. C'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, mais elle se déplaçait toujours avec élégance, je dirais. Et cette belle fluidité, je la retrouve dans les photos de Noureddine. Et ça, c'était très important. Maintenant, par rapport au texte que Noureddine nous a lu, ce sont des courts extraits. Elle n'est pas toujours aussi grave. Hein. On peut lire vraiment, on peut lire Isabelle Evrard sans se prendre la tête.
Elle parle très très bien de la vie dans le Sahara algérien de cette époque-là. Et même, on pourrait dire que c'est un témoignage absolument unique, parce que c'était vraiment au moment de la colonisation triomphante. Son dernier voyage, 1903-1904, dans le sud oranais, personne en Algérie ne pouvait même commencer à concevoir qu'un jour ce pays serait indépendant, quoi. C'était impossible de le penser. Et elle a raconté ce qu'elle voyait du point de vue des Algériens. Et ça, parce qu'elle avait décidé que d'abord l'islam serait sa religion, qu'ensuite elle pratiquerait selon les principes du soufisme, ce qui n'est pas rien de décider ça au début du XXe siècle, en 1900. Guénon, ça n'arrive que 15 ans après. Vous voyez, et qu'elle avait décidé que l'Algérie, c'est son pays. Alors c'est un peu déchirant parce que les Algériens, certains Algériens l'adorent, bien sûr. Il y a, surtout parmi les jeunes, il y a vraiment des fans d'Isabelle Ebrard. Il suffit de regarder sur Internet, on trouve des sites qui lui sont dédiés, etc. Mais le pouvoir l'a toujours calomnié. Donc elle n'a jamais pu être complètement chez elle en Algérie. C'est vraiment dommage. Après, qu'est-ce qui m'a plu, moi, dans Isabelle Ebrard, parce qu'on a commencé ce travail ensemble avec Marie-Odile Delacour en 82, c'est-à-dire très peu de temps après s'être rencontrés. Quand j'ai commencé à connaître ses textes et sa vie, je me suis dit, ça c'est formidable parce que c'est quelqu'un qui ne cède jamais sur son désir. Et c'est quelqu'un qui connaît son désir. Et pourtant, elle était très jeune. Elle commence à écrire à 17 ans, vous vous rendez compte. Et c'est par rapport au modèle féminin dont tu parlais tout à l'heure. Alors d'abord, il y a une première chose, c'est que pour s'accomplir, elle a, par goût, mais aussi par obligation, pris un nom d'homme. Dès son premier écrit, elle signe un nom d'homme, après elle change pour prendre un nom arabe. Et quand tous ses voyages en Algérie, elle l'a fait sous le costume d'un homme. Elle était quasiment à partir de 18 ans, mais plus jamais habillée en femme. Donc pour être pleinement une femme, il a fallu qu'à cette époque, elle en passe par là, quoi. Et alors, il y a une autre chose chez elle qui m'a beaucoup... Moi, j'écris moi-même donc depuis très longtemps, donc je connais les arcanes, les difficultés de ce travail, mais à 16 ans et demi, elle fait des textes qui sont totalement aboutis, quoi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Elle était comme ça, extrêmement précoce, et elle était dans plein de domaines totalement précurseur. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai pensé ça, je me suis dit, mais au fait, précurseur, est-ce qu'il y a un féminin à ce mot-là? J'ai cherché sur Wikipédia. Alors, il y en a un, mais il est impossible. On dit précurseuse, ça fait bizarre, quoi. Donc on peut dire précurseur en ajoutant un E à la fin du mot. Mais bon, c'est intéressant, hein, comme petite rencontre. C'est-à-dire que, tout ça pour dire qu'elle s'est... Mais elle n'avait pas le choix, puisque c'était son désir profond. Elle s'est attaquée à quelque chose de difficile, et réclamer totalement sa liberté pour une jeune fille à la fin du 19e siècle, c'était vraiment d'une audace incroyable. Par exemple, quand elle avait 16-17 ans, elle habitait une grande maison bourgeoise dans la banlieue de Genève, et bon, c'était très bien, avec un parc, etc., mais elle devait s'y ennuyer de temps en temps, et elle avait envie d'aller au centre-ville, bien sûr. Mais elle ne pouvait pas le faire si elle n'était pas accompagnée. À l'époque, une jeune fille n'avait pas le droit. Alors c'est là qu'elle a commencé. Elle s'est habillée en marin. Elle partait, elle se baladait à Genève habillée en marin. Et alors, ce qui est aussi un petit détail très intéressant, c'est que vous savez, les marins, ils ont un béret, puis il y a un bandeau avec le nom du bateau. Et le nom qu'elle avait choisi s'appelait le Vengeur.
Donc ça a commencé comme ça. Le vengeur. Le vengeur. Bon, maintenant, et Nourdine a bien fait d'insister, bien sûr, c'est une femme aventureuse, aventurière, mais ça, c'est l'aspect superficiel des choses. C'est avant tout pour moi, pour nous, je crois que Marie-Odile sera d'accord, un écrivain ou une écrivaine. Disons que avec une inspiration très particulière. Par exemple, notre ami et maître spirituel, Momo de la Casbah, qui on a beaucoup échangé dans les années 80 sur Isabelle Ewart, qui nous avait montré à l'intérieur de la Casbah d'Alger les endroits où elle avait habité, ce qu'elle fréquentait, enfin, ce qu'il en restait. Il nous disait qu'elle avait un regard qui savait détecter la présence du divin dans l'humain. Et ça, on le retrouve dans ses textes. Et quand elle écrit une nouvelle qui se passe au Sahara, soit à El Oued, soit de l'autre côté, à l'ouest, dans la région d'Insefra ou de Kenerza, qu'elle raconte une histoire, on sent évidemment cette inspiration. Donc, je pense que, oui, une partie de... Je crois qu'il y a dans son processus de création littéraire une bonne dose d'inspiration, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais d'inspiration qui ne vient pas d'en bas, qui vient d'en haut, parce que ça peut aussi venir d'en bas, malheureusement. Voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage pour raconter sa biographie. Il y a peut-être une chose qui est déterminante, c'est que elle est née dans une famille aristocratique. Sa mère avait été l'épouse du responsable de la sécurité et chef de la police du Tsar de Russie à Saint-Pétersbourg. Et puis sa mère, qui était un personnage très intéressant, très fort aussi, elle a décidé que la vie à la cour, ça lui passait comme ça. Elle est partie avec ses enfants, elle s'est installée à Genève. Et Isabelle Ewart est née à Genève 2 ans après l'installation, et on ne sait pas qui est son père. Alors moi, il y a une hypothèse qui est très intéressante, mais un peu tirée par les cheveux, mais je vais vous en parler parce que c'est romantique, c'est sympa. On en a parlé dans le livre. Oui. Moi, la préface, j'ai appelé la femme aux semelles de vent. Évidemment, c'est une référence à Rimbaud. Et alors, à l'époque où la mère d'Isabelle Ewart a conçu sa fille, c'est la dernière d'une famille de 7 enfants, Rimbaud, elle habitait Genève, bien sûr, et Rimbaud était dans le coin. Alors, pourquoi ce rapprochement? D'abord, pour l'identité de la trajectoire de vie fulgurante et très, très brève. Ensuite, le talent littéraire. Mais ensuite, Isabelle, Wilhelmine, Isabelle, c'est le nom de la sœur de Rimbaud, et Wilhelmine, c'est le nom de la reine de Hollande à l'époque, dans l'armée duquel Rimbaud allait s'engager. Donc il y a déjà ces 2 choses qui peuvent faire un rapprochement. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que quand on la voit autour de 19-20 ans, et qu'on voit les portraits de Rimbaud au même âge, on pourrait presque les superposer. Donc voilà. Voilà une hypothèse romantique qui n'est jamais sérieusement confirmée, hein, bien entendu. Alors, tout à l'heure, Nourdine parlait de la monumentale biographie d'Edmond Charlot. C'est vrai que c'est un peu un pavé pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est lourd. Pourquoi je dis ça? C'est pas gentil. Hein. Parce que pour moi, Isabelle Ewart, et pour Nourdine aussi, j'avais parlé de mysticisme, c'est d'abord un être spirituel. Et dans la biographie d'Edmond Charlot, on n'en parle pas, comme si elle ne s'était pas engagée. Vous vous rendez compte que son premier séjour en Algérie, à Beaune,
avec sa mère, elle s'installe dans la ville indigène, comme on disait à l'époque. Et elles habitent à côté d'une zaouïa, qui est la zaouïa Ramania. Et quelle est la première démarche que fait Isabelle? Elle frappe à la porte, elle dit je voudrais prendre des leçons d'arabe. Voilà, ça commence comme ça. Au bout de 6 mois, elle écrit des nouvelles où elle dit que ça y est, quoi, elle a été touchée. Et après, elle va revendiquer son appartenance à l'islam et à la voie soufie sous forme de lettres aux journaux de l'époque. Et bien, c'est bizarre que la plupart des biographes d'Isabelle Ebrard n'ont jamais parlé de ça. C'est curieux. Alors, il y a un fait récent. Alors, en ce moment, il y a une exposition à Genève qui est très bien, parce qu'elle expose des manuscrits. Les manuscrits d'Isabelle Ebrard, qu'on a lus, relus et vus aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, sont très intéressants, très beaux. Et la femme qui a fait cette exposition, qui apparemment est très féministe, enfin, ça c'est pas forcément un défaut, hein, elle a écrit un grand article, et 7 ou 8 pages dans un journal. Il n'y a pas une seule fois le mot islam. Voilà. Bon. Enfin, je vais m'arrêter là parce que je vais être méchant. Reste calme. Tu peux passer le micro à Marie-Odile. Bon, alors comment vais-je m'y prendre sans trop... Parce que je voudrais aussi vous parler de moi, de la rencontre que j'ai faite avec elle. Quand j'ai rencontré Isabelle Ebrard, c'était en 82, je vais essayer d'être rapide là-dessus, parce que c'est un de mes morceaux de bravoure en général. J'étais féministe, j'étais journaliste à Libération, c'était en 1980 exactement. Je venais de vivre avec les gens de ma génération les années 70 et j'étais engagée au moins par le cœur, si je peux dire, dans le mouvement d'extrême gauche. Et donc j'entends parler d'Isabelle Ebrard dans le fin fond du désert où j'étais avec des amis en décembre et c'était à Timimoun et nous avions été invités par l'instituteur de l'Oasis. Et il nous invite chez lui, en Algérie, dans l'Algérie que j'ai connue, dans les années 80, les hommes et les femmes étaient vraiment très très séparés, en tout cas dans le sud. Donc, et lui, il nous invite à sa table, et sa femme dîne avec nous. Ah, là, je l'ai ramené, ma fraise, et je lui dis, je suis très très contente, moi je suis féministe, je suis contente que votre femme soit là, et puis j'ai baratiné un peu autour de ça. Et bon, j'ai peut-être un peu frimé, mais il m'a fait un cadeau, en fait. Et il m'a dit, ah, mais vous devez connaître Isabelle Ebrard. Jamais entendu parler. Et il me dit, c'est une femme qui a voyagé, donc une occidentale, qui a voyagé vêtue en homme arabe à cheval dans le désert. Et elle est morte à 27 ans, emportée par un oued en crue. Waouh! Quand j'ai entendu ça, ça m'a quand même fait un choc. Je me suis dit, là, il y a résumé là-dedans quelque chose d'une audace. C'est la première impression que j'ai eue. Waouh, quelle audace! Mais qui c'est cette femme au début du siècle? Et puis voilà, ça passe, et je rentre à Alger, et j'étais chez des amis algériens, dont un architecte qui avait une épouse allemande. Et je lui dis, mais Bracht, ça doit être allemand. Et elle me dit, mais tiens, ça c'est curieux, il y avait un article dans le Spiegel la semaine dernière. Et tout a commencé comme ça, en fait. Et c'est un très bel article, c'est sans doute l'un des plus beaux articles qui a été écrit sur elle en 1980, donc, où il y avait toutes les références. Et donc ça a été pour moi une quête, une recherche. J'ai commencé à chercher ses livres, j'ai lu des biographies plus ou moins fantaisistes. Et puis quand j'ai rencontré Jean-René 2 ans plus tard, je lui ai dit, mais je ne suis pas toute seule, on est 2. Enfin, elle faisait vraiment partie de ma vie, déjà. Et là où je dis aujourd'hui avec le recul, hein, c'était les années 80, on est en 2018, putain, elle a complètement changé ma vie, cette femme. D'abord, elle m'a permis de rencontrer, de trouver, comment dire, vous savez, quand on rencontre l'amour de sa vie, hein, c'est pas mal d'avoir un objectif commun qui vous triangule, en quelque sorte. Et donc, on a tous les deux, on est partis sur ses traces, on a voyagé, on a rencontré des gens merveilleux dans le désert, dont on a découvert la piété, qui nous ont demandé, la première fois qu'on est allé chez des nomades, ils nous ont dit, mais vous y croyez en Dieu?
Et on leur a dit, mais non, nous on doute. Et on était très fiers, tout un télo que nous étions, on doute. Et il y a eu un regard du chef de camp qui était tellement plein d'humanité que ce regard, il m'a vraiment percé le cœur, en fait. Et puis il y a eu aussi Isabelle Ebrard, parce qu'à lire les textes d'Isabelle, son engagement spirituel, à force de lire, de relire, de commenter un intellectuel qui a doute, si vous voulez, ça vous transforme, en fait. Donc, ce qui fait que ça a été l'ouverture de la découverte du soufisme et ce qu'elle y a trouvé. Et c'est pour ça que nous avons écrit, on a terminé notre cycle de travail sur Isabelle Ebrard, sur le voyage soufi d'Isabelle Ebrard, parce qu'il nous semblait important, pour répondre à ce que disait Jean-René, de rétablir sa dimension spirituelle, alors qu'elle n'était traitée que comme une aventurière et par un film ignoble qui a eu heureusement pas trop de succès, où c'était Mathilde Damé qui jouait le rôle. Excusez-moi de l'expression, mais vraiment comme une fille à Bicot, c'était ignoble et une vraie trahison en fait. Donc il fallait vraiment rétablir la beauté de ce personnage et je suis très très touchée de pouvoir dire merci à Nordine d'avoir su avec tellement de délicatesse de capter la beauté d'Isabelle Ebrard, la beauté spirituelle. Voilà, alors c'est une femme de notre temps, hein. Elle est homme et femme à la fois. On est dans un moment de transgenre particulier aujourd'hui, mais elle le vit extrêmement bien, extrêmement facilement. C'est naturel pour elle, c'était une grande femme, pas beaucoup de seins. Elle se rase la tête et elle s'habille en homme et elle est crédible. Elle fume comme un pompier, elle picole. Toute musulmane qu'elle était, il lui est arrivé de boire à un moment. Il y a quelques scènes quand même, pas tout le temps, hein, mais ça lui arrive. Elle transgresse cette femme et elle dépasse les limites. Moi, c'est ça qui m'a plu en fait chez elle. Elle a de l'audace et elle ose vivre. Jean-René le disait, elle est à la hauteur de son désir. Elle ose vivre ses rêves. Bon, alors moi, je suis peut-être pas vraiment à ce niveau-là, mais ça m'a donné du courage en fait. Il était difficile pour elle, à son époque, elle a eu bien des ennuis, elle a failli mourir, elle a vécu un attentat, elle dérangeait. Cette femme, il faut imaginer, cette femme habillée en homme, arrivant dans les comment on les appelle, les bureaux arabes du Sud. Elle présentait son passeport, c'était un passeport russe, où on découvrait qu'elle avait un nom de femme. Et donc les officiers lui couraient après, la courtisaient. Il fallait du courage, et ça l'a beaucoup dérangé, l'armée française. Cette fille qui a été finalement accusée d'espionnage, parce qu'elle dérangeait, elle est hors norme. Et vous savez que dans la société française, on met toujours les gens dans les cases. Et elle transgresse tout. Bon, c'est ça qui m'a plu, en fait. Une petite scène, peut-être, pour vous montrer, vous illustrer concrètement ce que je vous raconte. Après un exil, elle subit un attentat. Comme elle est dérangeante, on l'exile. Elle demande d'ailleurs pendant le procès, elle demande au président de la cour pardon pour celui qui a tenté de la tuer. Elle demande l'indulgence du tribunal. Et puis elle est exilée à Marseille où elle se marie avec un officier, un spahi d'origine algérienne qui lui permet de revenir en France parce qu'il est français comme fils d'un commissaire. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il a des papiers français. Elle peut revenir en France. En Algérie. J'ai perdu mon fil. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça, c'est bête. Je partais de la transgression. Oh, c'est ça. Et donc, elle revient avec son mari. Elle s'installe dans une petite ville qui s'appelle Ténès, où il est nommé Hodja, donc interprète administratif. Elle arrive dans le bureau de Monsieur Rondeau, qui a fait un bouquin sur elle. C'est lui qui raconte. Elle se présente, elle est habillée en homme. Elle a voyagé en calèche avec son mari. Et elle dit à Rondeau, Slimane Enni dit à Rondeau, voici Isabelle Ebrard, ma femme, et Mahmoud Saadi, mon compagnon. Ben, il faut le faire, quand même. Heureusement que l'administrateur était lui-même un écrivain. Ça facilite les choses. Merci. Merci énormément. J'ai une petite référence là, que j'ai préparée, mais comme j'ai une vue épouvantable, c'est toi qui vas la lire. C'est une phrase d'Ibn Arabi qui nous a totalement inspiré pour faire notre dernier ouvrage sur Isabelle Ebrard, le voyage soufi.
Et je trouve qu'elle résume parfaitement le périple d'Isabelle Barthes. Tu es d'accord? Tu as voyagé de l'enfer vers le paradis, et du paradis vers la dune de la vision divine. Dès lors, tu ne cesses d'aller et venir entre le paradis et la dune, pour toujours. Merci beaucoup à tous les trois. Avant de vous passer la parole, Nordine va nous lire encore un petit texte. Et puis voilà. Après, la parole est au public. C'est vrai que je confirme que Isabelle s'est accomplie sur le plan spirituel et ça reste aussi une grande écrivaine, voyageuse pour moi. Et pour nous d'ailleurs. Marseille, le 8 juillet 1901. Dieu a semé en mon âme quelques gerbes féconds. Le désintéressement poussé à l'extrême vis-à-vis de toutes les choses de ce monde, la foi, l'amour vivace, pitoyable, infini de tout ce qui y souffre. Ah, les longues heures de jadis dans les bois pleins d'ombres et de mystères, et les nuits sans sommeil passées à contempler le monde prestigieux des étoiles. Tout cela ne devrait-il pas être le chemin direct du mysticisme religieux? Merci beaucoup. À vous la parole. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. On a une demi-heure. Merci beaucoup. Oui, Isabelle Eberhardt, un grand écrivain, tout à fait. Merci de nous l'avoir rappelé. Je voudrais partager quelque chose avec vous qui me tient beaucoup à cœur. J'ai enseigné pendant plusieurs années à des élèves d'origine étrangère, dont assez souvent des Maghrébins, des Algériens. Et je me souviens, c'était au lycée Voltaire, donc je leur ai fait lire, je leur ai lu un passage d'Isabelle Eberhardt qui décrivait le bled, qui décrivait au soleil couchant, un magnifique passage. Je dois dire que le style d'Isabelle Eberhardt, c'est évident que ce n'est pas le style d'une aventurière, c'est un style inspiré qui vous donne des frissons, c'est une mystique, c'est comme Rimbaud, c'est pas des choses qu'on peut écrire comme ça, de manière horizontale, disons. Et les élèves, les jeunes, ces jeunes qui apprenaient le français, qui n'étaient pas très encore connaisseurs du français, ils ont senti ça. Et je leur ai proposé d'écrire à leur tour, de faire la description de leur village d'origine, de leur pays d'origine. Et donc ils étaient enthousiasmés, on a fait cet atelier d'écriture. Il y avait même un jeune qui venait d'Amérique du Sud, de Mexique, ou un pays comme ça. Et je lui dis, ben toi, tu peux prendre un autre village. Il dit, non, moi, j'écris sur le bled aussi. Et donc, ils ont fait des textes extrêmement touchants, dont une jeune Algérienne qui a fait un texte magnifique. Je l'avais envoyé donc à une revue. Elle a été publiée et elle a même obtenu un prix de nouvelles grâce à ce texte. Et grâce à ce texte également, qu'elle avait mis sur Internet, elle a trouvé son mari, un jeune Français. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et vraiment vous dire que c'est un style inspiré, un vocabulaire, un lexique absolument remarquable. Quand on est vraiment amoureux de la langue française, c'est vraiment un des très grands auteurs en langue française. Et avec ces phrases très longues qui sont vraiment pour moi aussi extrêmement importantes, le style, le signe qu'il y a un souffle, qu'il y a une inspiration. On me reproche toujours que quand j'écris que mes phrases sont trop longues, mais elles viennent comme ça. Et donc si on coupe ça, on redescend. On est dans l'horizontal, on est dans le dunya. Et donc on peut pas s'élever si on est dans les phrases courtes qui sont à la mode maintenant, dans le style qu'on appelle
la littérature blanche, je crois. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Merci. Alors Marie-Odile nous a parlé d'amour. Elle a commencé par parler de Jean René. Bon, c'est pas une révélation. Après d'Isabelle Ebera. On pourrait aussi ajouter Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors qu'est-ce que c'est que cet amour que nous sommes plusieurs ici dans cette salle à avoir été inspirés, enfin pas pour toi, hein, mais je parle des deux autres dames. Eh bien, l'amour du soufisme, bien sûr, c'est-à-dire plus exactement l'amour de Dieu par la voie du soufisme. Alors on leur doit beaucoup. Souvent on dit c'est René Guénon, c'est Fridtjof Schuon, mais bien sûr qu'il ne faut pas oublier Eva de Vitré-Meyerovitch, Isabelle Eberhardt. En France, ce sont elles qui nous ont fait connaître le soufisme. Et c'est pas rien. Je me demande d'ailleurs si en 2019, question à poser, on trouverait encore des femmes ou des hommes capables de donner aux Français un tel amour du soufisme, et donc de l'islam, bien sûr. Il y a quand même là la preuve que ce sont des gens de Dieu. C'est pour ça qu'évidemment le côté spirituel d'Isabelle Eberhardt est essentiel. Pour le reste, il y a d'autres exemples. Je pense de cette femme qui va au Tibet déguisée en homme également. Bon, c'est une époque, ça. Aujourd'hui, on n'aurait peut-être plus besoin de se déguiser. Mais est-ce qu'on pourrait vivre, si on était une femme engagée, la même aventure aujourd'hui? Je crains que non. Moi, souvent, les gens me disent on ne sait même plus où aller en vacances tellement il y a de danger dans tel ou tel pays. Je pense par exemple au Yémen. Voilà, ce serait une belle terre d'aventure. Comment aller au Yémen, etc. Alors, est-ce que, d'après vous, la vie d'Isabelle Eberhardt, comme celle d'Eva de Vitré, sont exemplaires et datent d'une époque qui n'existe plus? Exemplaires sans doute, hein. Ce sont quand même des exemples de femmes qui s'accomplissent contre vents et marées. Ce que j'aime, moi, chez ces deux femmes, c'est qu'elles ne sont pas normatives. Je parlais de transgression tout à l'heure, mais Eva de Vitré, c'est sur le plan intellectuel. Isabelle Eberhardt, c'est aussi le plan de l'engagement de sa vie. Pardon ? Eva de Vitré aussi. Oui, Eva de Vitré aussi. Engagé sa vie totale. Bah tiens, vas-y. Je vais te répondre indirectement parce que ce qu'il y a avec Isabelle Eberhardt, ce qui est central, c'est l'amour. Et elle disait « j'écris comme j'aime ». Et c'est exactement ça, c'est la meilleure définition. Alors après, son histoire, effectivement, c'est une histoire exemplaire de comment vivre le soufisme. Mais elle n'a jamais été connue comme ça. C'est ça qui est terrible. Quand elle est morte en 1904, alors elle est morte noyée en plein désert. Bon, ça c'est une facette du Mektoub. Il y a eu dans les milieux littéraires parisiens de l'époque, elle commençait à être connue. Certains de ses textes avaient été repris de la presse algérienne dans des revues littéraires. Et en particulier, il y a une poétesse qui s'appelle de la rue Mardrus, qui s'était complètement entichée d'elle. C'est pas n'importe qui, c'est la femme de Mardrus, le premier traducteur du Coran, je crois. Elle est tellement entichée qu'elle est allée jusqu'à une séphra sur sa tombe, donc la photo là-bas, déclamer des poèmes. Mais bon, on l'a pris comme ça, comme une héroïne extraordinaire, mais on ne parlait pas de son engagement spirituel. Et après, nous, je pense qu'on a lu toutes les biographies d'Isabelle Eberhardt. Alors c'est rigolo parce qu'elle a une célébrité ondulante. C'est-à-dire que pendant quelques années, elle est connue, puis hop, elle tombe dans l'oubli, puis tout d'un coup, hop, elle revient. Et ça n'a pas arrêté de faire ça. Et dans les périodes de pointe, évidemment, il y a des biographies. Et on les a lues à peu près toutes. Et je pense qu'il n'y a pas une exception. Il y a vraiment un auteur qui a vu cet aspect, l'a privilégié.
tous les autres passent à côté. C'est quand même... bon, mais enfin, c'est vrai, ce sont des laïcs, donc ils se réclament de la laïcité. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir comprendre un engagement spirituel? Voilà. Mais les gens sont touchés. En général, les lecteurs que nous avons rencontrés, depuis 20 ans, on en a rencontré pas mal. Il y a eu aussi des créateurs dans le théâtre, bon, dans le cinéma, je vous en ai parlé, il y a eu des malheureuses expériences, mais il y en a eu d'heureuses aussi. Comme le film, il y a un très joli documentaire d'Ali Hakika qui a fait un peu la même démarche que Nourdine. Oui. J'ai encore un blanc, c'est terrible. Mais c'est vrai que les lecteurs, c'est différent. Ça, on l'a constaté des dizaines de fois. Et surtout chez les jeunes, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Ils sont pris. Ils sont pris parce que, comme disait très bien Clara, ça se sent quand il y a une inspiration, quand il y a quelque chose de divin à l'intérieur. Comme disait Momo, elle le voit, elle l'écrit. Les lecteurs, ils peuvent être très, 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 très fortement imprégnés de ça. On avait vraiment, à un moment, il y avait un cercle des fans d'Isabelle Ebrard autour de nous. C'était rigolo. Il y a un autre aspect, peut-être, sans être trop long, c'est qu'elle est, et ça Noureddine pourra en témoigner, elle est une merveilleuse accompagnatrice. Nous, on a voyagé sur les traces d'Isabelle Ebrard de 1983 à 93. Et 93, c'était chaud. Hein. L'Algérie n'est pas un pays facile, pour plein de raisons différentes, et en plus, à cette époque-là, maintenant c'est totalement différent, mais il y avait pas mal de difficultés de toutes sortes. Il nous est arrivé d'avoir des petits problèmes, que des petits, ce qui est déjà formidable. Tout était résolu 30 secondes plus tard. Et à partir du moment où la première visite qu'on a fait sur sa tombe, quand on était arrivé là-bas, on savait que c'était une étape pour nous importante. Et alors, juste avant d'arriver sur sa tombe, on est passé dans une cour. Il y avait un magnifique cheval blanc qui nous a fait une calvrette. Et elle a toujours voyagé sur un cheval blanc. On s'est dit, tiens, c'est son cheval. Et après, on est arrivé sur la tombe. Et Marie-Odile a dit, oh, comme elle est grande. Et puis, on était émus, on s'est recueillis. Et nous qui étions des agnostiques types, enfin moi en tout cas, je me suis mis à prier. Et un peu plus loin, il y avait un marabout, et c'est le saint patron d'Insefra. Et je voyais autour de ce marabout des taches de couleurs qui s'agitaient. Et en fait, en regardant de plus près, c'était des femmes habillées avec des robes traditionnelles très colorées. Et quand elles nous ont vus, elles nous ont dit « Venez, venez, venez ». Et on est venu et on est rentré dans le marabout. Elles nous ont fait visiter le marabout. C'était la première fois que ça nous arrivait. Et là aussi, à nouveau, je suis reparti dans la prière. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. Je veux dire qu'à partir de ce moment-là, elle ne nous a plus lâchés. Et jamais on ne s'est senti abandonné. Elle a toujours été à côté de nous. Jusqu'à maintenant, hein, je pourrais dire. Donc ça, c'est une expérience extraordinaire. Mais je pense que Noureddine a toujours des choses à dire. C'est vrai qu'on est porté par Isabelle Ebrard. Je me souviens m'être rendu à Boussaada, dans le sud algérien, pour me rendre à la Zawiya Al-Hamel. Et c'était au sommet d'une petite montagne. Il faisait très chaud. Il y avait allongé un cimetière. Et arrivé sur le lieu, c'était étrange. Et j'étais comme attendu, quoi. On m'a invité à faire la visite des lieux, à prier. Et ça m'avait complètement dérouté. J'étais tellement ému que je devais faire quelques images, j'y arrivais pas en même temps. Et je me suis posé, je me suis calmé. Et j'ai pu faire l'image de la personne là, qui se tient debout, là, près de la plante. Et c'est vrai qu'en faisant ce travail, on vit des choses particulières et surprenantes. Et là, ça a été le cas. Donc voilà, je voulais témoigner aussi de ça. Bonsoir. Je voulais apporter mon témoignage. Moi, j'ai lu les écrits d'Elisabeth Eberhardt, j'avais une vingtaine d'années, donc il y a plus de 40 ans. Et
pour moi, ça a été une révélation. Je commençais mon cheminement dans le soufisme et je me suis totalement identifiée à elle et elle m'a donné cet amour et du soufisme, donc du cheminement, de cette quête de l'absolu et surtout à travers le désert. Elle m'a fait adorer le désert que j'ai pas encore visité comme j'aimerais le faire, mais vraiment ce côté spirituel, je l'ai tout de suite vu. Et c'est vrai que quand Jean-René a parlé de Rimbaud, moi je vois, pour avoir étudié Rimbaud quand j'étais jeune aussi, je l'assimile totalement à cette sensibilité d'Élisabeth. Donc voilà le témoignage que je voulais apporter. C'est pas grand-chose, mais je vis avec elle depuis 40 ans. C'est sa fille. J'ai vécu quand la littérature se transforme comme ça. C'est formidable. Il y avait une question là-bas. Alors, non, il y avait Stéphane. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'avais une question, c'était pour Marie-Odile, sur votre perception du féminisme et de votre engagement dans le féminisme avant et après avoir connu Isabelle. En 1980, c'était une période très très différente d'aujourd'hui et je travaillais donc à Libération qui était vraiment un milieu super macho. Et donc on souffrait, nous les femmes, franchement. Donc étant donné qu'on était portés par cette découverte du féminisme américain dont on s'est emparé aussi, je pensais à l'époque et je pense encore aujourd'hui que c'était nécessaire à un moment d'oser dire bah oui, nous aussi les femmes on a le droit à la parole. C'était nécessaire à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours été très juste, on était peut-être un peu parfois excessive, mais qu'on avait besoin de se retrouver entre femmes pour trouver ensemble le courage de... Je repense à Libération parce que c'était le lieu où je travaillais, toute seule dans un comité de rédaction de Libération, je me faisais écraser si j'osais la ramener. Alors, si on était 5 ou 6, franchement ça passait mieux, quoi. Maintenant, avec le recul, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai discuté au téléphone avec une de mes amies de l'époque qui a fait le même... on était dans le même mouvement des femmes, on avait créé un journal ensemble, etc. Et on se disait ça aujourd'hui, ça répond à votre question, franchement, le féminisme, ça n'est qu'une idéologie. Et nous étouffons de l'idéologie. Donc voilà ce que je pense aujourd'hui. Et si je le pense aujourd'hui, tout en ayant la conscience que c'était nécessaire à un moment de marquer quelque chose, je pense que c'est grâce à Isabelle Ebrard, parce qu'elle m'a ouvert, mais vraiment, tout un autre pan du monde. Et je suis contente de pouvoir vous dire là aujourd'hui que elle m'a permis d'approcher le trésor sacré dont il est question dans le texte sacré. J'étais un trésor caché et j'ai souhaité être connue. Et ce trésor, il passe aussi pour moi par une femme comme Eva Dvitre-Meyerovitch, les grands auteurs du soufisme que je me plais à découvrir, comme Rumi, puisque je travaille régulièrement avec des compagnons, dont certains sont là, Ibn Arabi, le courant mystique chiite, enfin, ce sont des découvertes. C'était tellement immense, c'est tellement beau que je peux vraiment remercier Isabelle Ebrard. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous ce soir que, oui, voilà la différence. Bonsoir, merci. Effectivement, c'est toujours très agréable d'apprendre des choses sur cette femme extraordinaire. Mais on aimerait bien aussi savoir si au cours de vos rencontres en Algérie, il vous est arrivé d'écouter des gens, de recevoir des témoignages pour comprendre en fait comment les cheirs ou les responsables de telle ou telle confrérie l'ont accueilli, l'ont reçu. Parce que c'était certes pas évident pour elles de circuler à cette époque, mais on peut aussi s'imaginer que c'était pas très évident
pour les responsables de confrérie d'accueillir un tel personnage, une femme, homme, femme, enfin, voilà. Et puis accessoirement, est-ce que vous avez des informations sur ses relations avec son frère? C'est assez particulier, me semble-t-il. Et puis Lyautey, bon, ça c'est un peu plus banal. Non, c'est pas banal. Non. Alors, disons que avec les relations avec les Chires, Isabelle Eberhard se présentait toujours comme la jeune femme qu'elle était. Il n'y avait aucune ambiguïté. Et bon, sur les relations avec les Chires de la Ramania, ses voisins, à Naba, on ne sait pas grand-chose. Mais elle dit qu'elle suivait l'enseignement comme les autres, comme les hommes. Par contre, à Eloued, elle rencontre un Chir qui avait un grand prestige, qui s'appelle Silachmi, qui était le fils du fondateur de la confrérie Quadrilla d'Eloued. Et lui, il accepte telle qu'elle est, il garde le secret, parce qu'à Eloued, tout le monde pense que Mahmoud Saadi est un jeune Tunisien qui voyage pour s'instruire, c'est ce qu'elle disait grosso modo, pour justifier peut-être son accent, mais elle parlait très très bien l'arabe, elle parlait très bien l'arabe algérien. Et non seulement il accepte, mais il en fait son homme de confiance, c'est-à-dire elle devient carrément sa secrétaire. Et elle est très utile parce qu'évidemment, elle fait aussi un travail de traductrice et parfois elle intervient dans les rapports avec les militaires français. Bon, ça c'est déjà un peu. Alors après, elle est victime d'un attentat. On dit que c'est un fanatique, on peut penser que c'est un truc qui a été monté plus ou moins par les groupes de police secrète. Enfin bon. Toujours est-il qu'après cet attentat, elle est blessée au cours d'une ziara dans un petit village à 20 km d'Eloued à peu près, qui s'appelle Béima. Et après, elle est transportée sur un brancard à l'hôpital, et puis évidemment, elle rentre à l'hôpital et tout le monde va savoir qu'elle est une femme. Et les gens d'Eloued, enfin, une partie d'entre eux ont dit, ben voilà, c'est le Chir qui a fait un miracle. Elle est venue, il est venu, c'était un homme, et elle a reçu un coup de sabre, c'est une femme. C'est une possibilité. Mais ce qui est étonnant, c'est que du côté des Chirs de la confrérie Quadrilla d'Eloued, qui est très important, il n'y avait aucune gêne. Elle était amie intime avec le naïb de Ouargla, qui était aussi un personnage très important dans cette région saharienne à l'époque. Voilà. Alors, un peu plus tard, alors il y a un fait intéressant, c'est que quand elle est à l'hôpital, elle rencontre, on pourrait l'appeler un derviche, un homme que l'amour de Dieu avait rendu fou. Et il lui dit, Mahmoud, maintenant, il faut que tu ailles dans les Alaouïas du Sud, il faut que tu ailles prier dans les Alaouïas du Sud. Et il lui répète ça à chaque fois qu'il la voit, je le voyais souvent. Et 2 ans après, 3 ans après, quand elle revient, 1 an après, elle est condamnée à l'exil, 1 an après, elle revient en Algérie. 2 ans après son retour, enfin, elle peut repartir vers le sud, mais cette fois, elle repart vers le sud-ouest. Et là, elle va aller à Kenazza. Et Kenazza, à l'époque, n'est pas en territoire colonial. C'est une enclave entre le Maroc et l'Algérie qui est totalement soumis à un pouvoir théocratique des chiites de la confrérie Ziania. Et elle y va recommandée évidemment par je pense, d'une part par Lyautey, d'autre part par les disciples de la confrérie qui étaient à Insefra. Elle se présente donc pour un séjour. Le Chir l'accepte. Là aussi, c'est pertinemment que c'est une femme. Et au bout de quelque temps, elle va devenir
son homme de confiance. Et elle raconte une scène où il y a des bergers qui viennent vendre une partie de leur troupeau. Le chir lui dit, tiens, il lui passe un sac de pièces et il dit, tiens, tu règles la facture. Enfin bon, elle s'occupait comme ça à la fois à nouveau, et là cette fois c'est différent parce que à l'Oued, elle voyait les chirs, elle les fréquentait, certainement. Alors oui, il y a un truc qui est transgressif, c'est qu'elle participe aux invocations et aux prières avec les hommes. Forcément, il y a des musulmans qui peut-être ne seraient pas d'accord, enfin c'est comme ça. Et les chirs, eux, ils acceptaient. Mais la différence, c'est qu'à Kenaza, elle reste dans la Zaouïa, elle y vit, elle en fait partie. Et là, elle a connu une expérience spirituelle, c'est indéniable, quand on lit ces textes, très très fort. Elle n'en parle pas directement. On sait très bien qu'on ne parle pas de ces émois spirituels dans la littérature, c'est une chose qui est totalement bannie. Bon, mais la manière dont elle décrit les soirs de Kenaza et dont elle décrit sa manière de vivre à ce moment-là, on comprend très 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 bien. Et alors il y a aussi une chose qui est très touchante, c'est que pendant ce séjour, elle a écrit un très beau texte qui s'appelle Le paradis des eaux. Et c'est une sorte de vision idéale de sa mort dans les eaux et l'apaisement qu'elle en reçoit, etc. Voilà. C'est tout. Alors, il y a encore une chose, mais la question, c'est vrai, était de plusieurs sortes. Pour les rapports avec l'IOT, Incefra était colonel à l'époque et il était responsable du cercle militaire d'Incefra, très important, puisqu'il couvrait la frontière algéro-marocaine et que bien sûr l'idée, c'était qu'un jour ou l'autre, la frontière allait être franchie par les troupes coloniales. Bon. Mais l'IOT, il avait une particularité, c'est qu'il n'était pas favorable à la colonisation algérienne. Il trouvait que c'est alors lui qui a inventé le concept de protectorat, qui, heureusement, c'est plutôt que la colonisation algérienne, s'est installé au Maroc. Et Lyautey, c'était aussi un homme qui avait un sentiment artistique très développé. Et quand il a lu les textes d'Isabelle Roth et qu'il a rencontré, ils sont devenus non seulement amis, mais intimes. Les soldats de l'époque racontent que le soir, dans le bureau de Lyautey, ils étaient face à face, ils discutaient avec passion, et eux, ils regardaient passer, ils étaient très étonnés par ça. Alors, c'est intéressant parce que pendant toute cette période, Lyautey a aidé Isabelle Roth. D'abord, il lui a donné un cheval. C'était très important parce que sinon, sans cheval, elle pouvait aller nulle part. Souvent, il la faisait accompagner d'un soldat supplétif quand elle allait dans des endroits un petit peu dangereux. Alors, à partir de ça, c'est malheureusement tissé une légende négative en Algérie, c'est-à-dire, évidemment, elle espionnait pour Lyautey. Alors bon, Lyautey n'avait vraiment pas du tout besoin d'Isabelle Roth pour avoir des renseignements. Il était très très proche des chirs, il était très très proche des chefs des différentes tribus, enfin bon, bien sûr, il n'a jamais rien demandé de cet ordre à Isabelle Roth. Et d'ailleurs, quand elle part à Kenaza, donc c'est ce lieu qui n'est jamais touché par la colonisation, Lyautey, il y était allé, un député du Sud Rennais, il était allé quelques semaines avant, parce que le chir de la Zaouïa se sentait un peu menacé. Il y avait une guerre civile au Maroc à l'époque, c'était très agité. Le sultan était remis en cause, etc. Il avait plus ou moins demandé la protection des Français. Donc, au moment où elle part, son départ est annoncé dans le journal. Elle collaborait régulièrement à la dépêche algérienne. On l'a retrouvée dans les archives. Ça nous tenait à cœur parce que cette idée d'espionne, ça nous faisait vraiment mal au cœur. Comme si elle allait espionner. Enfin, comme si un être spirituel peut être une espionne. Il faudrait vraiment être tordu dans la tête pour penser des trucs pareils. Alors, donc
quelle espionne annoncerait son voyage d'espionnage dans la presse, quoi. Voilà. Donc, c'est à peu près... pour en finir, oui, les rapports avec les Algériens, ben, comme je le disais tout à l'heure, on a rencontré beaucoup de gens passionnés. À El Oued, c'était formidable parce qu'on a rencontré, le lendemain de notre arrivée, premier voyage, comme par hasard, on a rencontré un groupe de jeunes gens qui est, on aurait dit, le cercle des poètes disparus. Il y en avait un qui avait voyagé en Suisse, et en Suisse, il avait lu les écrits d'Isabelle Ebrard, et il était revenu et il avait montré ça à tous ses copains. C'était des jeunes gens entre 18 et 25 ans, et ils étaient vraiment passionnés. Et le premier jour où on les a rencontrés, ils nous ont dit « Venez avec nous sur la dune ». Et donc, au coucher de soleil, ils nous ont invités sur une des dunes et ils nous ont offert le thé à cet endroit-là. Cette dune-là s'appelait la Dormeuse. Ça avait toutes les noms. Voilà, on pouvait avoir ce... Alors, il y a peut-être autre chose qui est intéressante. Ce point de vue de Isabelle Ebrard, l'espionne, la femme transgressive, mauvaise, etc. Il y a un monsieur très cultivé qui a écrit un article dans ce sens dans le journal algérien de l'époque. Comment il s'appelait déjà? L'hebdomadaire culturel. L'Arbar Non. Algérie Actualité. Oui, c'était l'hebdomadaire culturel de l'époque, il n'y en avait qu'un, et puis il y avait Moudjahid par ailleurs. Donc il écrit un article horrible, quoi, totalement diffamatoire. Et nous, on connaissait des gens qui travaillent. Alors, il y a eu un mouvement de protestation énorme. Et les gens du journal nous ont dit on n'a jamais reçu autant de courriers. À tel point que la semaine d'après, ils ont publié un article contraire, quoi. Donc voilà, vous pouvez assister à ce... Mais la version officielle, bon, peu ou prou, je crois que jusqu'à maintenant, ça reste à peu près la même, quoi. On ne peut pas imaginer, à partir du moment où elle est occidentale, qu'elle puisse être bien intentionnée, quoi. C'est difficile à avancer pour les officiels du pouvoir. Oui, pour répondre à votre question sur ces relations avec les chers, je témoignais de ma visite à Boussaada. En fait, c'est parce qu'Isabelle Ebrard s'y est rendue. Elle a rencontré la guide spirituelle de cette confrérie de la Rahmania. Elle a écrit de belles pages sur cette guide. Elle s'appelle donc Lala Zineb, où elle témoigne du courage de diriger cette confrérie malgré les luttes d'influence. Et donc elle témoigne tout ça dans ses écrits, quoi. Donc je tenais à le signaler. Mon expérience personnelle me permet de penser aussi que quand on est une femme, qu'on connaît enfin moi je sais pas mon cas, mais qu'on connaît le texte, hein, elle pouvait parler l'arabe, elle lisait le Coran, elle était cultivée, et donc par mon expérience personnelle, je pense que c'était crédible. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai voyagé en Algérie avec Jean-René, bon bien sûr nous étions deux, mais j'allais du côté des hommes. J'étais en pantalon. J'étais une femme instruite, entre guillemets, aux yeux des nomades, et j'étais considérée comme un homme, en fait. Donc je pense que c'est... Il y a ça, et puis il y a aussi, chez les chiites, dans le soufisme, hein, n'oubliez pas, il y a beaucoup de musulmans ici, qu'autour de l'Aqaba, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, tout le monde tourne en même temps. Hein. Et dans le soufisme, enfin, je ne pense pas me tromper, hein. Et dans le soufisme, il y a, en tout cas dans le soufisme authentique, il y a une tolérance. Moi, je me souviens de mon chir qui nous a dit « vous êtes des guerriers ». C'est-à-dire qu'il y a la spiritualité comprend le féminin et le masculin. Hein. Pour moi, en tout cas, ça n'est pas contradictoire. Et Ibn Arabi dit toute femme qui chemine sur la voie spirituelle est au moins égale à un homme. Elle peut être supérieure. Oui, juste un retour d'expérience. M'a dit aussi à voyager dans les Balkans, et dans certaines zaouïas des Balkans, il y a rarement des femmes qui viennent assister au dhikr, ou qui sont reçues même dans la zaouïa, en fait. C'est complètement
séparés dans certaines zaouïas, je pense notamment au Kosovo. Et en fait, quand on a voyagé, on est venu avec nos épouses et ils les ont reçus, alors qu'ils ne reçoivent pas normalement, mais ils les ont reçus parce qu'il y a aussi, comme vous disiez, les chers ont une acuité spirituelle, ils reçoivent un invité, en fait, tout simplement. Je ne sais même pas s'ils pensent à homme ou femme, en fait, c'est un invité, donc il est le bienvenu ou la bienvenue, quel qu'il soit. Ça ne leur vient même pas à l'idée d'essayer de séparer ou de... Non, l'invité arrive, on le reçoit, tout simplement. Moi, je voudrais poser une question à Nordine. Au bout de ce travail de recherche que tu as fait avec ce beau voyage avec Elisabeth, à travers les photos et... comment Elisabeth, oui, j'ai toujours appelé Elisabeth. Mais tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. En Algérie, beaucoup de gens l'appellent Elisabeth. Isabelle et Bérard. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as découvert. Si tu as découvert certainement quelque chose, en dehors des belles photos que tu nous as laissées, qui sont magnifiques, je voudrais savoir ce qu'elle t'a apporté. Comment trouver une telle femme? C'est vrai que pour moi, sa compagnie, c'était une belle compagnie. Elle a été agréable avec moi, en tout cas. Mais en fait, j'ai pris aussi ce travail comme un cheminement personnel, comme un cheminement spirituel. Donc ça m'a un peu mieux installé dans ma foi. Et ça m'a donné envie de poursuivre cette quête spirituelle qui est la mienne. Donc voilà, donc c'est surtout ça en fait qui m'a animé, quoi. C'est cette quête de l'absolu. Voilà, c'est ça en fait. Oui, certainement, oui, de concilier le masculin et le féminin en moi. C'est un hasard que tu étais ton côté masculin aussi. Parce qu'il y a beaucoup de féminin dans tes photos, il y a une dimension féminine que je trouve dans tes photos. Enfin, c'est pas pour ça. Donc voilà pour l'essentiel, donc cette quête vers l'absolu, quoi. Je voudrais vous raconter une petite histoire encore à propos d'Isabelle Ebrard, mais qui montre bien son intégration. À El Oued, son gire était parti en voyage en France, était reçu, c'était un personnage important, Silachmi, et il revient. Et évidemment, quand il est revenu, toute la population est allée l'accueillir dans le désert. Et pendant toute la journée, il y a eu une fête du tonnerre. Et évidemment, dans ces fêtes, il y avait des fantasias. Eh bien, Isabelle Ebrard a été invitée à faire la fantasia avec les cavaliers de la fantasia. Alors, je sais pas, moi j'étais cavalier autrefois. Je peux vous dire que ça veut dire qu'elle montait à cheval. Hein, parce que moi, j'en serais totalement incapable, et pourtant, j'étais pas mauvais non plus. Et premièrement, ça veut dire son habileté à monter à cheval, mais bon, elle avait beaucoup de talent dans plein de domaines, mais surtout son intégration. C'est-à-dire, les cavaliers de Fantasia, ils ne veulent pas faire cet exercice difficile, artistique et périlleux aussi, avec n'importe qui. Voilà. Et après, c'est ça qui est formidable, c'est qu'elle a écrit une magnifique nouvelle là-dessus qui s'appelle Fantasia. Alors, je rappelle un des objectifs de la soirée de lui tirer des verres du nez, donc... Si je vous disais que moi, j'avais jamais entendu parler d'Isabelle, et je suis arrivée comme ça, parce que je savais que je ne me trompais pas de toute façon, que j'apprendrais plein de choses et que je serais bouleversée une fois de plus, comme d'habitude. Donc voilà, c'est le cas. C'est le cas. Ça continue. Mais là, ce qui m'étonne complètement, c'est, j'imagine, cette petite jeune fille, cette adolescente qui est en Suisse.
Ma fille a vécu en Suisse, donc je dois dire que j'ai passé beaucoup de temps en Suisse. Donc on imagine bien le côté protestant, le côté rigide, parfois effectivement ouvert. Je ne sais pas si elle était catholique, si elle était protestante d'origine. Fille finalement, d'après ce que je viens de comprendre, dont on ne connaissait pas le père, mais qui avait quand même une fratrie développée. Donc c'est un roman familial qui est totalement extraordinaire. Quand j'entends tout ça, je me dis quel a été le déclic de cette petite jeune fille quand elle était à Marseille, qui a fait qu'elle ait désiré partir comme ça. Pourquoi? Quel était le pourquoi, le déclic? Bon, c'était... Je suis désolée, je n'ai rien lu, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que je suis contente? Vous voyez, de rien avoir... Parce que c'est la vraie découverte. Merci. C'est une question que nous nous sommes longtemps posée. Et on ne peut pas... Alors, c'est même pas à Marseille, hein, c'est à Genève. Elle a 16 ans et demi. Avec son frère Augustin, qui est le plus proche en âge d'elle, mais aussi dont elle disait que c'était son âme sœur, ils avaient un projet littéraire qui s'appelait Vers les horizons bleus. Donc, c'était déjà, elle regardait en tout cas vers le sud. Et après, elle a fait la rencontre. Vous savez qu'à l'époque, en Turquie, il n'y avait pas tardé à y avoir de grands bouleversements politiques, et il y avait un parti qui s'appelait le Parti Jeune Turc, et c'était des révolutionnaires, et certains étaient exilés à Genève. Genève n'était pas du tout la ville des banques, enfin si, il y avait déjà des banques, mais il n'y avait pas que ça. C'était très agité. Il y avait Lénine d'un côté avec les révolutionnaires russes. Et Isabelle Bratt est russe d'origine. Elle connaissait les comités révolutionnaires, elle y a participé. Mais quand elle a rencontré un jeune poète turc, il lui a parlé de la poésie, il lui a parlé de l'islam, et je pense que c'est ça qui a pu... mais que déjà, elle avait... Bon, c'est presque prédestination, quoi. Et son frère Augustin, qui a des problèmes du passage de l'adolescence à l'âge d'homme, et qui était tombé un moment dans la drogue, part un jour avec une partie de la caisse de la famille, et il se retrouve tellement, comment dire, en dehors des choses, qu'il va s'engager à la Légion étrangère. Et il a séjourné pendant 1 an en Algérie, alors Isabelle Bratt a vécu ça avec un chagrin énorme, comme une trahison, mais ils n'ont quand même pas perdu le contact. Et il lui envoyait des notes sur comment c'était. Alors ils appelaient l'Algérie le Dar el-Islam. Donc c'est que déjà, c'était par rapport à un engagement religieux, spirituel. Sinon, on n'appelle pas l'Algérie comme ça. Et quand elle écrit son premier texte sur le Maghreb, elle a 17 ans et demi. Et quand on le lit, c'est très bouleversant parce que c'est l'histoire de sa vie. Elle avait comme ça, entre autres vertus spirituelles, ce don de prémonition. Et ça s'est retrouvé plus tard. Elle décrit un enterrement musulman au cimetière de Dimsefra. C'est extraordinaire, c'est son enterrement. Elle écrit ça 2 mois avant de mourir. Et le paradis des eaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste ajouter qu'on a pensé assez vite que le fait qu'elle n'ait pas eu de père, qu'elle était donc entre guillemets une bâtarde, dans une famille très déjantée, hein, les frères et sœurs aînés d'Isabelle Bratt, il y avait 6 enfants, qui étaient nés en Russie et qui étaient partis à contre-cœur de Saint-Pétersbourg pour suivre la famille en Suisse, parce que Madame de Murder, la mère d'Isabelle, est partie avec son précepteur et amant. Donc c'était la honte quand même. En tout cas, les enfants le vivaient très mal. Donc dans l'absence dans ce trou d'identité paternelle, il y a un appel à la liberté. On a assez vite pensé que c'était important dans son mouvement d'aller vers l'ailleurs et de rencontrer toujours ce qu'elle appelle le vieil islam, c'est-à-dire une société
pas touché. Je pense que ça a dû jouer. Il y a un autre aspect, c'est que le précepteur en question était d'origine culturellement anarchiste. Il a été imprégné des idées de Bakounine. Et elle a été élevée, elle a reçu son instruction après avoir fait le séminaire. Elle a étudié plusieurs langues, elle parlait l'allemand, le français, elle a appris l'arabe très facilement. Elle a eu des notions de médecine, elle a fait de la médecine, elle connaissait le grec et le latin. Elle était très cultivée en fait. C'est aussi ce qui explique sa stature un peu masculine devant les chires. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui avait une culture classique. Ce qui n'est pas très courant quand même pour les femmes de l'époque. Sans être jamais allé à l'école. Et c'est vrai qu'il est né en 1877 et il y a un contexte, c'est qu'on est dans la vague aussi orientaliste. Elle en parle dans ses écrits, elle parle d'Eugène Fromentin qu'elle a lu, et Pierre Loti aussi, voilà. Ça fait penser à Pierre Loti. Voilà, c'est ça. Au départ, elle était un peu influencée, mais elle, c'est pas du tout une orientaliste. Isabelle Ebert, hein, pas du tout. Hein. Mais au départ, elle était un peu influencée par ces deux auteurs dont je vous ai cités. Voilà. Il y a une forme de nostalgie aussi dans tout ça. Et cette nostalgie qui est portée quand même effectivement par cette foi. Ouais. Et c'est ça qui est très bouleversant. On entend presque le clapotis de l'eau. Vous voyez? Et ces vêtements qui sont un compagnon finalement de vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Elle vous a touché au cœur. Ah oui, oui. On tombe toujours dans la marmite. Oui, je voulais dire aussi que la perception qu'on avait de l'islam à l'époque, je pense, était complètement différente, même à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. L'islam était une espèce de rêve romantique. Beaucoup d'écrivains, on a cité Pierre Loti, même Lyautey était fasciné par l'islam, il en parle. Rimbaud en parle aussi, il écrit. Donc les artistes, il y a un artiste dont je ne me rappelle plus le nom, qui a écrit un texte qui s'appelle Vers l'islam. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas connues maintenant, mais à l'époque c'était la mode, c'était plus que la mode, c'était un élan, je pense, romantique, peut-être, oui, suite au mouvement révolutionnaire, aux choses plus horizontales, il y a eu cet appel vers des choses très spirituelles, et l'islam était vraiment le pôle de cet appel à l'époque pour les gens qui cherchaient un sens, qui cherchaient une dimension spirituelle. Je voudrais ajouter quelque chose. On a parlé de femmes exemplaires. Je voudrais parler un peu de sa féminité. Parce que il y a des biographes manifestement homosexuels qui voulaient se l'approprier. C'est bien, ça peut se comprendre facilement. Elle a toujours été très très claire là-dessus. Par exemple, en 1900, elle passe quelques mois à Paris parce qu'elle dit que si elle veut... Elle avait une très claire idée de sa destinée littéraire. C'est ce que vraiment elle avait envie d'être connue par ses écrits. Donc pour ça, elle reste à Paris et avec quelques amis, elle fréquente un petit peu les salons. Et elle se fait draguer par Séverine. Alors elle le raconte. Elle répond très 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 violemment à cette drague. Ça ne lui plaît pas du tout. Et après, alors comme c'était une femme libre, elle a sans arrêt été diffamée. Elle a fait un séjour aussi de 6 mois à Tunis, où elle était l'amie d'un fils de l'aristocratie tunisienne. Et ils avaient formé un groupe de jeunes gens.
Et évidemment, la présence de cette femme habillée en homme au milieu des enfants de l'aristocratie, ça fait un choc épouvantable, quoi. Et je suis allé présenter les œuvres complètes à Tunis il y a bien 25 ans à peu près. Il y a un vieux monsieur qui m'a dit « Ouais, mais c'était pas une femme très bien, hein, elle avait des mœurs. » Rien n'accrédite ce genre de choses, hein, pas du tout. Alors après, Al-Oued rencontre Slimane Eni, qui a à peu près son âge. Et alors d'abord, bien sûr, ça interpelle cette rencontre, parce que c'est d'abord deux garçons qui se rencontrent. Et puis bon, Slimane Eni, qui certainement n'avait pas les yeux dans sa poche et que c'est sensible, s'est vite aperçu que ce garçon n'était pas tout à fait agréable. Et après, ben, ils se marient, et c'est le grand amour. Et alors qu'on prête je ne sais pas combien d'amants à Isabelle Ward, tout ça, c'est pure légende. C'est comme l'histoire, tu disais, bon, bah, de temps en temps, c'est vrai qu'il buvait surtout à Elouette. Bon, il y a un jour, il dit qu'ils avaient perdu leurs clés et qu'ils sont obligés de défoncer la porte. Parce qu'ils avaient un peu trop bu, mais bon, c'était une fois de temps en temps, elle n'avait rien d'une alcoolique. Voilà. Donc, et après, elle dit qu'elle n'a pas eu d'enfant, que c'était comme ça, que si elle en avait eu, elle les aurait accueillis. Voilà. Bon, c'est sûr qu'elle ne se voit pas tellement dans la peau d'une mère de famille, ça c'est clair. Mais je veux dire, elle avait une vie de femme normale, que si je peux utiliser ce mot, quoi. Voilà. C'est pas le costume qui définit l'être intérieur. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir si vous voulez. Merci de vos questions, c'était très très riche. Donc on termine donc la table ronde. Je vous invite à aller prendre quelque chose, il y a un buffet. Nourdine va nous faire l'honneur de signer quelques dédicaces pour ceux qui veulent se procurer le livre pour la modique somme de 15 €, juste là-bas. Voilà, bonne fin de soirée et au prochain ouvrage. Le titre de l'ouvrage ? Ah oui, le titre de l'ouvrage, bien sûr. Souffle nomade sur les pas d'Isabelle, 3 petits points.